Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée où que vous soyez. Et bien sûr, bonjour bienvenue sur notre webinaire TechNet où nous allons parler des recommandations vaccinales du vaccin pneumococcique. Vous pouvez écouter cette session en anglais ou en français. La session sera en anglais, mais vous pouvez écouter la session en français avec notre interprète. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône globe que vous devriez voir. Ou peut-être que vous voyez trois petits points qui disent plus, et ensuite vous sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter la session. Maintenant, je vais répéter en Bonjour, vous pouvez écouter cette session en français. Pour ce faire, cliquez sur l'icône en forme de globe et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session. Si vous ne voyez pas d'icône, vous verrez trois petits points avec plus ou more en anglais sur lequel vous pouvez trouver la la possibilité d'écouter l'interprétation. Nous serions ravis de savoir qui nous rejoint ici aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à écrire votre nom dans la boîte de chat et d'où vous êtes. Si vous avez des questions pendant la présentation, comme d'habitude, utilisez la case questions et réponses qui est disponible en bas de votre fenêtre Zoom. Vous pouvez poser votre question à n'importe quel moment pendant la présentation et nos présentateurs vont y répondre à l'écrit quand ils pourront. Et certaines questions, on va les sélectionner pour y répondre après la présentation. Enfin, cette session est enregistrée comme d'habitude et nous partagerons les liens vers la vidéo la semaine prochaine comme d'habitude, ainsi que les liens vers les diapositives par email. Voilà, c'est tout. J'espère que vous allez profiter de cette session et je vais passer la parole à Alejandro. Alejandro, la parole est à vous. Merci Alex et encore, je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire. Comme Alex l'a dit, nous allons parler des recommandations du vaccin antipneumococcique. Nous allons nous considérer sur le 1+1. Comme vous le savez peut-être, il y a eu un document récemment fait par l'OMS qui est sorti au mois de septembre, qui a été mis à jour. Et il y a pas mal d'intérêt sur ce calendrier à 2 doses. Donc, nous espérons que la session d'aujourd'hui va fournir un peu de clarté sur les recommandations, mais également sur des considérations importantes, ainsi que de l'assistance sur les étapes suivantes. Donc, voici notre ordre du jour aujourd'hui. Nous allons entendre parler de collègues aujourd'hui. Je vais en fait commencer d'ailleurs la présentation, vous donner un résumé sur les recommandations. Ensuite, nous allons entendre Johanna de l'OMS. Et enfin, nous allons entendre parler de nos collègues de l'UNICEF, Maya. Nous allons parler de l'optimisation du portefeuille de vaccins et de la hiérarchisation. Et ensuite, nous allons entendre Nathalie Salagnac de Gavi pour les résultats de la recalibration avec et également nous entendons parler de l'assistance au VPC. Et puis nous aurons du temps pour quelques questions et réponses. Donc, si vous me permettez, je vais maintenant passer à la première présentation, qui est le résumé des recommandations sur le vaccin VPC de l'OMS, euh, avec un point de focus sur le vaccin 1+1. Donc, pour parler un petit peu du ton, je vais vous donner le contexte, le contexte au niveau des politiques. Euh, En ce qui concerne le vaccin anti-pneumococcique, ce sont les recommandations les plus récentes qui sont sorties en 2025. Ça s'applique. Il y a différents documents, documents de politique, différentes lignes directives sur les vaccins. Mais pour les enfants, les recommandations pour les enfants, ce document de 2025 remplace et prend le dessus sur celui de 2019. De plus, il y a une note sur les considérations de produits en ce qui concerne
le VPC. Donc, par exemple, il y a le VPC 13 et le VPC 10. Nous avons élaboré ce document parce que le document de 2019 n'incluait pas tous les vaccins, car, car un ces vaccins avait été préqualifié après la publication de ce document. Donc, ce vaccin était encore en train d'être développé, mais maintenant, pour le document 2025, il inclut tous les vaccins qui sont préqualifiés par l'OMS. Donc, je vais continuer avec quelques introductions générales avant de passer aux lignes directives. Toutes ces informations sont disponibles dans le document. Juste pour, je veux m'assurer que tout le monde comprenne bien que les recommandations incluent tous les vaccins. Donc, l'OMS conseille d'utiliser n'importe lequel des trois produits. Et donc, n'importe lequel de ces trois produits. Il y a certaines différences. Donc, le VPC 10 et le VPC 13 ont été utilisés depuis longtemps, sont utilisés depuis longtemps. Il y en a un qui a été préqualifié plus récemment, mais c'est la sécurité et l'efficacité de ces vaccins a été démontrée sur divers calendriers vaccinaux, y compris le 2+1, le schéma 2+1, avec des preuves de supervision qui ont été faites dans divers pays au niveau mondial et au niveau régional. En ce qui concerne le VPC 10, les données que nous avons sur son efficacité sont un peu plus limitées, mais les données suggèrent que l'effet est comparable à ceux des autres VPC. Et sur ce produit également, en ce qui concerne la sécurité, il y a eu des essais cliniques, il y a eu des données qui ont été revues et qui ont montré un profil similaire à ceux des autres VPC. En termes de co-administration, même si nous n'envoie pas des données qui sont exhaustives sur la co-administration, nous avons sur toutes les combinaisons de vaccins possibles. Comme vous le savez, les VPC ont été introduits en même temps que les vaccins de routine depuis des années. Les VPC qui sont préqualifiés, je considère on peut les considérer comme interchangeables. Si la série, par exemple, ne peut pas être complétée avec le même vaccin, n'importe quel produit vaccinal VPC peut être utilisé. Ce n'est pas forcément recommandé, mais si c'est le cas, c'est pas utile de recommencer la série, même pour la série première. C'est mieux d'utiliser un autre produit que de manquer un vaccin. En ce qui concerne le calendrier mondial du VPC, vous pouvez regarder la couleur bleue. La plupart des pays utilisent le VPC selon un schéma 3+0 ou 2+1. C'est c'est une majorité. Vous pouvez voir sur la carte que le Royaume-Uni, c'est celui en orange. C'est en fait le seul pays en ce moment qui utilise le schéma 1+1. Je commenterai sur ça un petit peu plus tard. Hum, Il y a, il y a un faible nombre de pays qui utilisent 4 doses. La plupart des pays utilisent le schéma vaccinal 3 doses. Sur l'utilisation du produit, on pouvait voir que le VPC 13 et le VPC 10 sont les vaccins les plus utilisés, y compris dans les pays à revenus élevés. Et je pense qu'on peut mentionner qu'en termes de, de produits à valence élevée,
comme par exemple VPC 15 et VPC 20, sont utilisés dans quelques pays à revenus élevés. Vous pouvez voir ça en couleur rouge. Donc pas beaucoup de pays et les pays à revenus élevés seulement. Le document qui est sorti, avant de passer aux recommandations sur le 1+1, donc ce document qui est sorti en septembre, vous allez trouver un certain nombre de recommandations, donc pas seulement en 1+1, mais des recommandations sur tout le calendrier, donc par exemple sur les 3 doses. Et il y a certaines discussions, recommandations sur le calendrier, y compris le 1+1, comme je l'ai dit, mais aussi sur d'autres types de VPC. Il y a des recommandations sur les vaccins de rattrapage également, sur les enfants de 1 à 5 ans. Il y a des recommandations sur les campagnes multi-âges. Il faut aussi comprendre que les vaccins à haute valence arrivent, qu'il y a aussi des recommandations dessus. Donc c'est vraiment un document très exhaustif, très bien écrit. Je pense que ça vaut le coup de consulter ces documents. Donc qu'est-ce qu'on fait au niveau des recommandations? On va commencer avec 3 doses. Donc l'OMS recommande le calendrier de 3 doses. Ce sont les schémas principaux qui sont recommandés. L'OMS recommande également autant le 2+1 que le 3+0. Il y a des preuves qui indiquent, les preuves n'indiquent pas vraiment de différence importante entre ces calendriers, ces schémas. Donc le SAGE a réaffirmé que une couverture élevée avec n'importe quel de ces calendriers à 3 doses est la façon la plus efficace d'éviter les maladies pneumococcales et que nous devons baser le choix sur l'épidémiologie locale et les facteurs de programmation pour maximiser la couverture avec la 3e dose. Les facteurs de programmation doivent toujours être considérés avec le but de vacciner le plus de personnes possible, d'avoir la plus grosse couverture possible. Et enfin, ces recommandations s'appliquent à tous les produits préqualifiés par l'OMS, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, maintenant, pour parler du 1+1, le PC reste peut-être le vaccin le plus cher dans les programmes d'immunisation de routine. C'est un défi de nos jours, car on a besoin de donneurs, de donateurs pour les pays. Et certains pays maintenant choisissent des schémas vaccinaux différents pour réduire les coûts. Et c'est une approche qui doit être considérée dans divers programmes où il y a déjà une immunité déjà établie. Donc, quand on parle de programme mature, qu'est-ce que je veux dire? Un programme mature, c'est un programme où il y a constamment une couverture élevée qui a été atteinte au cours des dernières années, où il y a déjà pas mal d'années avec une couverture élevée. C'est ce que je veux dire par un programme mature, où les données, les preuves des probantes ne montrent pas trop de différence entre la prévalence du type de vaccin, entre le schéma 3 doses et le schéma 2 doses avec le VPC 10 et le VPC 13. Donc, pas de différence dans ces schémas vaccinaux. Désolée, désolée de me répéter, mais c'est important de répéter l'importance de, de ces 2 doses primaires, hein. Ces 2 doses sont efficaces seulement quand les 2 doses sont administrées. La 2e dose est un rappel qui donne la protection. Donc, c'est très, très important
que les pays, quand ils établissent ce calendrier, il faut vraiment que d'abord qu'il y ait une couverture qui soit forte afin que ça fonctionne et le vaccin est vraiment une importance critique. Car ça protège non seulement ceux qui reçoivent le rappel, mais ça protège également les enfants, ceux qui ont reçu une dose. Ça diminue la transmission et donc ça réduit le risque chez les enfants. Donc en résumé, la position de l'OMS, c'est que quand deux doses sont administrées, il y a une immunogénicité qui est similaire, un contrôle similaire au calendrier, au schéma de 3 doses. La première dose, elle peut être donnée déjà à 6 semaines et le rappel peut être administré à partir de 9 mois. C'est important de se souvenir que c'est une utilisation hors marque du vaccin, mais ça peut être considéré pour réduire les coûts et la charge au niveau de la gestion quand les pays rencontrent certains critères, hein. Et dû à l'absence de données, l'utilisation du schéma 1+1 chez les enfants qui sont immunocompromis n'est pas recommandée. Donc, pour passer maintenant aux critères, hein. Ce sont des critères qui ont été approuvés par l'OMS pour les pays qui considèrent utiliser ce schéma pour réduire les coûts sur les injections. Donc, ces pays doivent répondre à certains points, répondre à certains critères. Donc, tout d'abord, il faut qu'il y ait une immunité dans la population des enfants de moins de 5 ans, indiquée par l'un des critères suivants. Donc, avoir une couverture moyenne de plus de 86% pendant les 5 années précédentes. Ça veut dire que ça doit être la moyenne sur les 5 dernières années, pas forcément tous les ans. Ou alors une campagne VPC multi-âge également avec plus de 80% de couverture chez les enfants de moins de 5 ans. Ou alors avoir un niveau faible de maladie qui indique qu'il y a eu une supervision ou des enquêtes de qualité élevée. Deuxièmement, le deuxième point, c'est qu'il doit y avoir preuve de capacité d'administrer les vaccins entre les âges de 9 et 18 mois. Et à nouveau, ça doit être une couverture moyenne de plus de 80% au cours des 5 années précédentes. L'OMS recommande des critères supplémentaires qui sont fortement désirables pour les pays qui considèrent ces schémas alternatifs avant que les changements ne puissent être appliqués. Ces deux critères sont le besoin de faire une évaluation complète sur les avantages de ce changement de schéma. Les pays doivent considérer toutes ces choses, doivent considérer les risques et les avantages. Et enfin, il faut avoir une supervision adéquate pour superviser tous les changements en matière de transmission après ce changement de schéma. Et ce qui est encore plus important, ça va être encore plus important pour les pays qui vont adopter ce schéma, ça va être un aspect vraiment critique. Je vous donne un exemple des critères d'application. Premièrement, le PPC 3, la couverture au cours des 5 dernières années. Donc, on regarde les 5 années précédentes. Donc, en haut, vous voyez ceux qui ont en vert une couverture moyenne de 83%, donc ça répond aux critères. Même si vous pouvez voir qu'en 2021, c'était en dessous. Ensuite, vous avez la deuxième rangée qui montre que même s'il y a eu une couverture
au cours des 2 dernières années de plus de 80%, égal à 80%. La moyenne des 5 dernières années est en dessous de 80%. Donc, ce pays ne devrait pas considérer ce changement. Et enfin, le deuxième point, comme j'ai mentionné avant, c'est la capacité à administrer des vaccins entre les âges de 9 et 18 mois. Donc, on peut voir, hein, par exemple, la couverture du MCV1 au cours des 5 dernières années, la couverture au cours, la moyenne au cours des 5 dernières années. Vous pouvez voir, ce sont les mêmes pays. Donc, sur la rangée 1, vous avez juste 80%. Donc, ce pays répond aux deux critères, 80 et 80 83 et 80%. Et en dessous, la deuxième rangée, c'est moins de 80%. Donc, ce pays ne devrait pas considérer ce schéma de vaccination. Donc voilà, ce critère, ce pays répond aux critères. Et en plus, idéalement, il faudrait que ce pays qui répond aux critères, s'il pouvait mener une évaluation en profondeur des coûts, des risques, des avantages, et avoir également une supervision forte et adéquate, ce pays se serait encore plus prêt à mettre en œuvre ce changement. Et je crois que ça, c'est ma dernière diapositive. Alors, je crois qu'alors qu'on pense aux avantages, et aux inconvénients, il faut que ce soit évalué avec soin par les pays et voir un petit peu comment faire un équilibre entre les économies potentielles, mais également les défis potentiels que les pays peuvent rencontrer. Et également, dans l'idéal, une supervision des risques, parce qu'il peut y avoir un coût associé à ce changement, et c'est là que les pays doivent évaluer l'équilibre, voir si ce changement apporte les économies escomptées. Je pense que c'est important de considérer des divers domaines avant de prendre la décision. Dans le pays, au sein du pays, des domaines qui sont peut-être un peu en retard ou où il y a une charge un peu plus importante, il faut prendre tout en considération pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet indésirable dans ces domaines en conséquence du changement. Et c'est vraiment important d'avoir un certain type de supervision, que ce soit sur la maladie ou sur les données de la charge virale. Et ça aidera à renseigner les décisions sur la continuation du calendrier et sur le changement de calendrier. Et enfin, un point qui est important, c'est quand il y a un programme de changement, faire divers ajustements au programme VPC en même temps, par exemple changer le calendrier et un nouveau produit, ce n'est pas recommandé. C'est soit on change le calendrier, soit on change le produit. Donc les pays qui considèrent un changement de produit, s'ils considèrent aussi de passer au schéma 1+1, il faut qu'ils réfléchissent parce qu'il faut un peu de temps entre les deux changements. Et voici quelques ressources clés sur le VPC. Donc, je vous invite à les considérer. Ça peut peut-être répondre à des questions que vous avez. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Johanna et ensuite nous passerons la parole à Maya de l'UNICEF.
Merci beaucoup, Alejandro. Bienvenue à nos collègues. Fantastique de voir autant de noms familiers. Le but de cette présentation aujourd'hui, c'est que nous avons quelques minutes pour donner du contexte à ces questions d'équilibre et la façon dont les pays devraient évaluer les différentes options qui leur sont disponibles. Donc ça, c'est le concept plus large de la hiérarchisation des vaccins et de l'optimisation du portfolio, et qu'on connaît également sous le nom de VPOP. Nous allons passer un peu de temps sur les concepts clés, les opportunités pour les pays, et enfin nous allons parler un peu des implications pour le PCV. Je voudrais à nouveau dire que nous avons une période de temps très limitée. Nous allons organiser d'autres sessions pendant les semaines à venir sur les processus spécifiques et sur les recommandations sur le VPOP. Maintenant, si on peut déjà passer à la diapositive suivante. Je vais commencer dans le contexte de la conversation avec le SAGE. Nous avons parlé de la façon d'assister les pays, les aider à hiérarchiser à l'avenir l'introduction de divers vaccins et comment optimiser leur calendrier actuel. Bien sûr, tout ça vient dans un contexte où il y a beaucoup de nouveaux vaccins qui sont disponibles, beaucoup de recommandations qui évoluent avec le temps et il y a des contraintes financières qui font que nous recherchons des opportunités d'optimiser les programmes existants et bien sûr la durabilité du programme. Donc Sage a encouragé les pays à conseiller la hiérarchisation et l'optimisation de leur calendrier et de leur portfolio. Et ces recommandations doivent être alignées et intégrées dans le plan programmatique et dans la stratégie générale du pays. Vous pouvez trouver plus de détails, bien sûr, dans le rapport de la réunion. Sur la diapositive suivante, c'est vraiment pour étudier ces concepts en profondeur. Et le processus décisionnel en considérant la prioritisation, la hiérarchisation, mais également l'optimisation, ça doit être basé sur des données et mené par le pays. Et selon les recommandations de SAGE, on veut encourager l'évolution euh, des groupes de travail qui doivent considérer divers vaccins et vraiment adopter une revue du portefeuille qui serait systématique. Et il faut également assurer l'engagement des groupes techniques consultatifs, des GTN, dans la stratégie d'immunisation. Et le but, c'est que les recommandations ainsi que tout ajustement du portefeuille doit FT sont bien alignés sur le plan programmatique général et soient vraiment intégrés d'un point de vue de stratégie nationale. Il faut une transparence de la structure qui soit basée sur des données probantes. Il faut s'appuyer sur des analyses de données. Il faut que tout soit mené par les données doivent être pour s'assurer que le changement soit durable. Et si on s'arrête pour une seconde sur la définition de la hiérarchisation des vaccins et de l'optimisation des vaccins, qu'est-ce qu'on veut dire? L'optimisation des vaccins, c'est la maximisation du présent, donc évaluer le produit, passer à un produit qui convient mieux. Donc, c'est ce que vous avez déjà entendu de la part d'Alejandro. On parle d'équilibrer, justement, alors que la hiérarchisation des vaccins, on anticipe le futur. Décider non seulement quel nouveau vaccin doit être intégré, doit être considéré, mais également quand et de quelle façon. Et ces deux processus, ces deux considérations sont très liées.
Et on parle de maximiser l'impact santé de votre programme avec les ressources disponibles et de passer à une lentille, un processus qui est mené au niveau national par les équipes pays. La diapositive suivante, il y a beaucoup d'informations, je ne vais pas passer tellement de temps dessus, mais c'est sur la valeur d'optimiser et de hiérarchiser. Donc l'optimisation, c'est vraiment le moyen terme et le court terme, se concentrer sur les opportunités programmatiques ainsi que sur le potentiel d'aligner les coûts du programme avec l'espace fiscal du pays, ainsi que la façon dont ça peut amener à des réinvestissements, également des considérations d'accès et de sécurité d'approvisionnement. Et quand on parle de planification stratégique, et le lien avec la programmatique générale, les priorités générales. La hiérarchisation des introductions à venir doit être alignée avec les buts nationaux. Il faut s'assurer que le portefeuille correspond au contexte du pays, donc en particulier au niveau du financement et de la durabilité, maximiser l'impact. Il faut également prendre en considération l'approvisionnement et ça doit également renseigner le développement de l'agenda de recherche, de l'ordre du jour de recherche. Donc voici, nous allons planifier diverses communications, mais en tout cas, on travaille en collaboration très proche avec l'UNICEF pour développer des lignes directives dans ces efforts. Donc, il faut que ces recommandations correspondent pour que les GTN aident à prendre les décisions et à faire les recommandations. De plus, il y a cette nouvelle hiérarchisation et ce nouvel outil de séquencement qui ont été développés pour justement aider les GTN, hein, les NITAG, pour qu'ils puissent revoir toutes ces options, planifier les introductions sur le long terme. Et ça, c'est vraiment pour se concentrer sur la hiérarchisation future. La dissémination est en cours. Et maintenant, nous sommes en train de développer, de finaliser le développement d'un processus dédié à l'optimisation qui va être consolidé dans une autre boîte à outils sur la hiérarchisation des vaccins et sur leur optimisation, qui s'appuie sur les mêmes analyses décisionnelles et la même approche qui ont déjà été développées et promues au travers de la nouvelle introduction en hiérarchisation et l'outil de séquencement. Et nous programmons de la dissémination ainsi que le partage d'expériences du pays dans la première moitié 2026. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont venir sur ce sujet particulier. Je vais juste parler un peu de la diapositive suivante avant de passer la parole à Maya. Si on parle des programmes PCV en particulier, en s'appuyant sur la présentation d'Alejandro, je pense que ça montre vraiment la façon dont le programme a évalué au cours des 20 dernières années. Quand on peut voir ici le nombre de pays le nombre de nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché, les nouvelles présentations, les nouvelles introductions qui ont été faites au cours des 20 dernières années, ainsi que les évolutions des recommandations, des lignes directives qui sont encore arrivées à cette année, ainsi que l'évolution des prix. Tout ça représente des opportunités pour que les pays considèrent si le produit préintroduit, le produit choisi
au moment de l'introduction, la présentation, s'assurer que les politiques qui sont mises en œuvre, est-ce que ça correspond toujours au pays et bien sûr pour les pays qui ont introduit le VPC en 2017 ou en 2019, il y a une opportunité aujourd'hui de faire une revue et de considérer les autres options qui sont disponibles. Et maintenant, sur ce, je vais passer la parole à Maya. Oui, merci beaucoup. Je travaille donc sur la hiérarchisation des vaccins pour l'UNICEF et la diapositive suivante montre les options. Vos Cela montre les options pour les divers vaccins qui peuvent être optimisés. Donc ici, vous avez en haut, par exemple, vous avez des onglets en haut de la diapositive avec une vue d'ensemble. Nous encourageons donc à faire une revue exhaustive du portefeuille, pas seulement de faire une révision antigène par antigène de façon verticale, mais d'essayer de considérer le portefeuille complet. Bien sûr, il y aura des informations détaillées pour chaque vaccin, mais il faut que nous considérons le portefeuille dans son ensemble. Donc, vous voyez ici, par exemple, des échanges qui peuvent être faits. Vous pouvez considérer divers vaccins avec plus de valence ou une valence plus faible, ou vous pouvez regarder le calendrier ou d'autres échanges qui peuvent être faits, par exemple, en changement de produit. Donc, on est en train de voir un petit peu les lignes directives dans divers pays. Regardez les programmes nationaux d'immunisation, regardez ce que les GTN peuvent faire, regardez les critères qui peuvent être utilisés pour réviser ces options. L'économie de coûts ou le budget, les contraintes, les critères, hein. Euh, on essaie vraiment de considérer, il faut également considérer les problèmes de programmatique, mais aussi les problèmes de couverture, la disponibilité sur le marché. Il faut considérer la chaîne d'approvisionnement, le contrôle de la maladie. Il y a vraiment beaucoup d'aspects qui doivent être considérés. Et voici les options ici qui vont être présentées avec l'outil mentionné précédemment. Donc, ça a été élaboré avec nos collègues de la chaîne d'approvisionnement à Copenhague. Ça montre les divers vaccins qui sont disponibles au niveau approvisionnement. Il y a toujours des choses qui doivent être mises à jour, hein, donc n'hésitez pas à nous joindre, regardez le site. Et ce sont toutes les choses qui doivent être considérées avant de faire tout changement de produit, tout échange de produits. On parle également de volume et des ajuster selon les besoins. Johanna a déjà mentionné ces choses. Il faut aussi considérer le prix. Voici les diverses considérations en matière d'optimisation. Quels sont les déclenchements? Voir ce qui est pertinent pour votre pays, ce qui peut, euh, ce qui peut mener à une révision pour votre pays, ou est-ce que le portefeuille est toujours à jour? Et l'autre point que nous devons considérer, en particulier alors qu'on avance,
vers le programme Gavi 6.0. Il faut considérer les nouvelles lignes directives. La nouvelle ligne directive de Gavi. Il faut voir le plafond également. Il faut que le portefeuille soit toujours voir un petit peu ce qui se passe avec le portefeuille qui est assisté par Gavi et c'est toujours bien de faire une révision. Il faut également faire des révisions du plan national d'optimisation. On peut par exemple comparer différents types de gestion. Il y a aussi des contraintes en matière de budget, les pressions au niveau du programme, hein, les capacités du système de santé. Si vous avez une option de réduire, par exemple, les injections au 1+1, ça peut être intéressant, mais il faut regarder également les considérations programmatiques. Donc, par exemple, s'il est possible de faire la deuxième dose, euh, est-ce que les enfants peuvent toujours recevoir la deuxième dose? Est-ce que ça va fonctionner? Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas trop d'injections, voir si ça peut être géré. Donc voilà toutes les choses que nous considérons. Et les changements de politique également. Il faut voir, il y a peut-être d'autres points au niveau de la disponibilité sur les marchés, sur sur comment réduire les coûts, sur voir les vaccins avec une avalence qui sont disponibles. Est-ce qu'il faut les groupes techniques des pays doivent étudier ces questions? Et il faut également étudier les contraintes en matière d'approvisionnement, voir s'il doit y avoir un échange ou un changement fait à ce moment-là. Il y a également des facteurs extérieurs comme les épidémies et les changements au niveau de la politique du pays. Diapositive suivante. Et maintenant, je vais repasser la parole à Johanna. Oui, donc juste peut-être 1 ou 2 minutes pour trouver les ressources. Et c'est juste pour mettre en valeur un petit peu l'importance du centre de ressources des NITAG, des GTN, que l'on veut rendre disponibles. En particulier, ça inclut des recommandations spécifiques euh, au groupe technique de vos pays. C'est sur la hiérarchisation et les opportunités d'optimisation et de hiérarchisation. Nous avons également développé ce compendium que vous pouvez voir sur cette diapositive. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Et ce compendium sur les données vaccinales, c'est nouveau, ça a été lancé au mois de juillet. Et c'est pour fournir des données consolidées au niveau mondial sur le processus de, sur le processus pour recueillir des données sur les vaccins. Vous pouvez trouver ça donc sur le centre de ressources des groupes techniques, qui a des recommandations sur divers vaccins, y compris le VPC. Vous allez y trouver les dernières données probantes qui vont être résumées, ainsi que les documents récents. Vous pouvez voir également une table de comparaison des vaccins. Vous allez pouvoir consulter les différents vaccins, exporter les données selon ce qui vous convient. Diapositive suivante. Et sur le rôle des groupes techniques, on sait qu'accéder aux données est un défi. On a un compendium qui se concentre sur les données mondiales, mais on sait aussi qu'il y a des lacunes dans les données mondiales. Et c'est pour cela que nous comptons sur les groupes techniques pour les recommandations. Cette diapositive
fournit des opportunités sur les pays voisins, y compris sur les maladies, l'opportunité de s'appuyer sur des plateformes régionales, la collaboration régionale pour accéder à des données qui ne sont peut-être pas disponibles au niveau local. Ça peut inclure l'acceptabilité ou l'impact économique du programme et les collaborations avec les institutions académiques. Nous allons parler de ça de façon exhaustive. Il va y avoir un webinaire complet sur les groupes techniques dans le contexte de la série sur les groupes techniques en décembre, où nous allons faire une présentation similaire sur les dernières recommandations. Et sur ma dernière diapositive, enfin, c'est pour vraiment mettre en valeur le fait que la réunion générale des NITAG prend place la semaine prochaine. Il y a 119 membres. C'est une communauté pour les groupes techniques, pour échanger les expériences, les leçons. Et il y a également un ordre du jour, une ébauche d'ordre du jour ici. N'hésitez pas à nous joindre si vous êtes intéressé, que vous voulez assister à certaines conversations. Comme vous pouvez voir de l'extrait ici, la question de la hiérarchisation et de l'optimisation, elles vont être discutées le premier jour. Et le rôle des groupes techniques dans ce processus sera discuté. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Alejandro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna et Maya, pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à notre dernier collègue de Gavi, Nathalie Salagnac, qui va parler de la recalibration Gavi 6.0. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathalie Salagnac, je suis responsable générale pour l'équipe Gavi. Le but de ma présentation, c'est de donner un petit peu le contexte sur l'optimisation du portefeuille et la priorisation du portefeuille devient de plus en plus important selon les contraintes selon lesquelles nous opérons en ce moment. Donc, voir un petit peu ce qui se passe avec la stratégie 6.0 de Gavi. Et ça rejoint un peu ce que vous avez déjà entendu sur le calendrier, changement de calendrier VPC. Donc sur ce, maintenant, si on peut passer sur la diapositive suivante, vous allez voir un rappel rapide de la stratégie 6.0 de Yavi, qui est une stratégie très ambitieuse dans le but d'améliorer la santé des gens, de sauver des vies, avec l'utilisation des vaccins. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais nous avons 4 buts stratégiques principaux. Déjà d'introduire des vaccins et de les mettre à l'échelle. Ensuite, de renforcer les systèmes de santé. Ensuite, d'améliorer la durabilité financière et programmatique pour l'indemnisation. Et dernièrement, de s'assurer de marchés sains pour les vaccins et les produits liés. Donc, ce sont les 4 buts de notre stratégie. On essaye de voir comment on peut faire ça dans un contexte de financement limité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour donner un contexte rapide, comme vous le savez peut-être, la stratégie Gavi 6.0 a dû être calibrée par le Conseil de Gavi à la suite de notre sommet en juin, où nous avons remarqué une lacune de 3 milliards pour les priorités Gavi, ce qui a amené une vraie conversation sur les stratégies d'échange que Gavi allait devoir faire pour 6.0 pour s'assurer de répondre à ces lacunes. Donc, en juillet, on s'est vu et le groupe est arrivé à une conclusion. On a gardé une stratégie ambitieuse avec son intégrité conservée pour sauver 7 à 9 millions de plus de vies, mais le Conseil a identifié des réductions de 20 à 25% pour correspondre à ces 3 milliards. Donc, ça veut dire que la stratégie 6.0 de Yavi va avoir un budget de 10 milliards. Et enfin, les donateurs ont affirmé leur engagement à lever le montant complet. Donc, la calibration est temporaire en attendant qu'on ait notre financement. Voilà, c'est le contexte vraiment pour expliquer l'état actuel des ressources financières et pourquoi
Cette optimisation de portefeuille, cette hiérarchisation a encore plus de sens. Si on passe à la diapositive suivante, maintenant, nous allons vous montrer rapidement les décisions principales sur les buts stratégiques. Donc, on va se concentrer sur le 1 en violet pour le moment, sur introduire les vaccins et les mettre à l'échelle, les développer. Donc, la diapositive suivante, vous pouvez voir une des décisions qui a été, les décisions qui ont été prises par le Conseil pendant la recalibration. Les programmes qui ont déjà été introduits dans les pays vont continuer. Les stocks vont être maintenus. Maintenant, les économies, ça va venir du rythme de l'introduction et des campagnes préventatives. Par exemple, sur le choléra, la fièvre jaune. Donc, il y a également des mécanismes de gouvernance et c'est important de voir que les économies auxquelles nous attendons vont venir en partie de la hiérarchisation, des décisions de hiérarchisation et de l'introduction de nouveaux vaccins. Certains d'entre vous ont peut-être entendu qu'il y a eu l'introduction de budgets vaccins. Donc, pour Vaxi 6.0, l'assistance que Xavi peut fournir au pays, il peut y avoir une limite. Donc, comme vous le savez peut-être, pour le moment, les pays peuvent postuler pour n'importe quel programme fourni par Gavi. Dans 6.0, le modèle sera différent. Donc, les pays vont recevoir un budget, une allocation qui vont couvrir tous les vaccins, toute l'assistance à laquelle le pays a droit. Il y aura d'autres communications qui vont arriver sur la question. On est en train de développer un peu ce à quoi ce budget va vraiment ressembler de façon concrète, mais on veut s'assurer que tout le monde reçoive les informations en temps voulu. Maintenant, pour passer aux objectifs stratégiques de 3 et 4 qui sont pertinents pour la conversation, notre partie 2 de la stratégie déjà, nous devons approuver les stratégies des systèmes de santé pour maintenir, renforcer les points d'animation et atteindre des enfants zéro dose, ce qui fait partie des priorités de Gavi 6.0. Apporter une assistance forte pour l'approche fragile et unitarienne, pour les besoins qui n'étaient pas prévus, mais il faut réduire les investissements dans les stratégies HSS. Donc, il faut dire qu'il va il va falloir faire plus de hiérarchisation au niveau du financement. Si on passe au but suivant, améliorer les soutenabilités programmatiques et financières des plans d'immunisation. Donc, l'intégralité des modèles durables qu'on appelle le modèle El-Traco, euh, on parle de transition, de cofinancement. Ces buts ont été retenus, mais il y a eu quelques décisions qui ont été prises sur le cofinancement. Par exemple, déjà, il va y avoir des trajectoires plus élevées de cofinancement contre le paludisme, par exemple, et pour certaines campagnes préventives qui vont être introduites dans Gavi 6.0. La phase catalytique, qui est pour le moment un mix, ça a été c'était vu comme une partie clé du modèle Gavi, mais maintenant, on va se concentrer plus sur l'introduction de nouveaux vaccins et pas tellement comme assistance ensuite. Et enfin, sur le dernier but stratégique, le dernier but stratégique numéro 4, c'est d'assurer un marché sain. Pour assurer le succès de Gavi 6.0, le Conseil a demandé si on pouvait trouver plus de marchés dans le contexte de cette calibration. Et ça, c'est un échange compliqué qui pourrait miner peut-être la viabilité et la santé du marché. C'est pour ça que les équipes considèrent cela en ce moment et qu'on va faire une proposition bientôt. Mais voilà, ça, c'est juste pour montrer un petit peu le contexte, pourquoi nous devons recalibrer et pourquoi ce qui était critique avant est encore plus critique dans le contexte actuel. La diapositive suivante, ce qui va se passer là, c'est que l'assistance et le financement pour Alliance. Donc les partenaires Alliance et le secrétariat de Gavi reconnaissent que ça a un impact important. Diapositive suivante.
Cette diapositive suivante donne un petit peu le contexte qui dit là où nous en sommes au niveau ressources. Vous pouvez regarder la comparaison depuis la calibration. Donc, vous voyez, depuis Gavi 5.0. Donc, comme je dis, donc, le budget total maintenant de Gavi 6.0 est d'environ 10 milliards de dollars et on a gardé dans la recalibration les proportions sur chaque type de dépense. Donc, nous avons au même niveau les coûts d'approvisionnement de vaccins, 59%. C'est à peu près la même chose pour l'argent, la phase catalytique pour les partenaires. Si on passe à la dernière diapositive, c'est les recommandations sur l'optimisation. C'est très important de noter de cette présentation, c'est qu'il y a des lacunes de financement au niveau 6.0, en tout cas pour le moment. Ça veut dire qu'il va falloir réduire le financement disponible au pays et l'assistance pour l'approvisionnement. Et autre chose, dans le cadre de ces lacunes de financement, il y a eu des changements dans les rôles de cofinancement. Il y aura plus de cofinancement sur certaines campagnes et c'était déjà le cas dans le cadre du modèle Eltraco. On va demander aux pays de cofinancer les doses. Ce sera plus une contribution fixe maintenant. Mais divers pays ont un intérêt direct dans l'optimisation du VPC car ils pourraient recevoir plus d'avantages. L'impact, c'est vraiment d'encourager l'optimisation du portefeuille pour réduire la charge financière sur les pays et utiliser au mieux les ressources limitées. Nous avons donc parlé de ces échanges aussi pour des produits qui coûtent moins cher. Le calendrier pour ces échanges, c'est pendant la première partie de 6.0, donc au cours des 2 années à venir. Donc, vous savez que nous utilisons une planification holistique et nous allons ensuite mettre en œuvre plus tard. On parle d'économie de coûts. Cela va, nous allons commencer vraiment à faire des économies de coûts à partir de 2028. Donc, ça explique un petit peu pourquoi l'optimisation, c'est important pour 6.0. Merci. Merci Nathalie. C'était très utile. Sur ce, nous avons terminé les présentations. Donc maintenant, on peut ouvrir aux questions. Il y a eu un certain nombre de questions dans la case questions-réponses. On a répondu à certaines d'entre elles, mais au cas où, si les collègues qui ont posé leurs questions ne sont pas satisfaits, je suppose que vous pouvez lever votre main. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir votre main levée, mais je peux toujours demander aux collègues de me faire savoir s'il y a des mains levées. Il y a quelques questions peut-être auxquelles je peux répondre au niveau de la couverture infranationale. Je pense que c'est important de se souvenir. Je ne sais pas si c'était très clair dans ma présentation. L'OMS ne recommande pas aux pays de faire cet échange. Nous présentons certaines recommandations, mais c'est pour que les pays considèrent cela. C'est certains pays qui répondent à certains critères. C'est pour qu'ils considèrent ces possibilités, ces options de portefeuille, d'optimisation de portefeuille.
Il y a des différences au niveau infranational, au niveau des domaines où il y a des sous-performances. Ce sont des défis qu'il faut considérer. Il faut considérer un petit peu dans quel type de domaine il y a des défis. Est-ce qu'il y a des données de surveillance? Ça fait partie de la conversation. Des conversations que les pays doivent avoir. Mais d'abord, je veux mettre l'emphase à nouveau sur le fait que nous ne disons pas aux pays de faire cet échange. On leur présente des recommandations, on leur présente des critères, et ensuite les pays doivent les considérer avec attention. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un gros défi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Euh, Alejandro, il y a Christopher Gilles qui lève la main. Oui, je suis Chris Gill de l'équipe développement de vaccins. Merci pour ce séminaire, c'est très intéressant. J'ai une question hypothétique maintenant et je voudrais la poser. Donc, par exemple, je travaille au ministère de la Santé dans un pays très pauvre, peu importe le pays. Peut-être un pays qui est dans le top 20% des moins fortunés. Mon pays n'arrive pas à atteindre les taux DPD, n'arrive pas à atteindre. Maintenant, nous avons ce VPC à 3 doses qui est prévu, mais on n'a pas forcément l'argent le- pour le faire. Et on regarde, on voit l'option de passer au 1+1. Donc, de mon point de vue du ministère, je me dirais que c'est une option très attrayante. Je peux réduire les dépenses, je peux réduire les doses, je peux réduire l'hésitation en éliminant une dose. Mais je n'ai pas la capacité de faire l'étude. Je n'ai pas vraiment de très bonnes données et je ne peux probablement pas le faire. Donc, je me dis, ça va pas être possible d'atteindre non plus ce 80% de couverture que vous avez décrit dans vos critères. Mais je me dis peut-être que 80%, c'est un faux chiffre, peut-être que c'est un chiffre magique. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas juste faire l'échange pour mon pays et espérer que ça se passera au mieux? Comment est-ce que Gavi et l'OMS gèrent ce genre de situation? Pensez à ce scénario. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui pourrait me décourager, moi, au ministère, de prendre cette décision, de reconnaître que l'autre calendrier ne va pas fonctionner, par exemple? Oui, merci Christopher. Et je pense que c'est une question, c'est une question importante, effectivement. Et je suis d'accord, c'est 80%, c'est effectivement un chiffre, ok, inventé, oui, qui vient de certaines données, qui demande un certain seuil au cours de certaines années. Mais je pense que ça doit faire partie justement de la conversation avec les groupes techniques des pays, de voir toutes les données, voir toutes les informations du pays, considérer donc les avantages, les risques, je sais pas exactement. À nouveau, oui, les 80%, oui, de fait, les pays, quand ils regardent ces conversations et revoient les données de façon exhaustive,
S'ils ont par exemple 80%, 79%, 78%, mais qu'il y a des bonnes données de surveillance. Par exemple, dans votre cas, vous avez dit un pays qui n'ont pas non plus les données de surveillance. Mais par exemple, s'il y a des fortes preuves qui indiquent que la charge est faible, la transmission, la prévalence sont faibles, il faut que tout soit mis dans la balance pour trouver un équilibre. Donc, je n'ai pas une réponse sur votre question, mais je pense que les considérations doivent être faites de façon exhaustive. S'il n'y a pas de surveillance, s'il n'y a pas une autre couverture, alors je pense que du point de vue de l'OMS, ce pays ne devrait peut-être pas considérer ce calendrier à ce moment, même si, oui, il y a des économies potentielles qui peuvent être obtenues, parce que sinon, ça risque de mettre le programme à risque. Il y a aussi l'option de réduire le coût du programme VPC avec un des produits qui est moins cher. Donc, c'est pas la seule façon d'optimiser vraiment le programme VPC. Désolée, je n'ai pas une réponse, mais c'est une des conversations que nous allons avoir avec les pays dans les années à venir. Question suivante. Merci Alejandro, merci pour ce webinaire. Je vous avais tenté de répondre à la question sur la couverture infranationale. Je ne suis pas totalement satisfaite par la réponse. Peut-être qu'on continuera cette conversation hors ligne. Ma question, c'est plus sur la présentation sur le VPOP. Je voudrais juste entendre un peu parler des trois présentateurs, Maya, Johanna, notre collègue de Gavi, pour, euh, pour parler, donc quand on parle du contexte justement de financement, comment est-ce que les pays peuvent être soutenus pour cette stratégie d'échange, par exemple, pour la durabilité des programmes sur l'impact à long terme? Je voudrais vraiment entendre vos points de vue sur ce. Et enfin, comment est-ce qu'on peut encourager la collaboration? Nous avons beaucoup de partenaires qui travaillent sur l'heure du jour VPOP. Donc, comment est-ce qu'on peut encourager la collaboration pour accélérer dans certains pays l'introduction des vaccins, mais surtout pour réduire les coûts, pour s'assurer que les décisions soient appropriées pour chaque pays. Donc, ça, c'est plutôt du côté mise en œuvre. Comment est-ce qu'on va faire à l'avenir? Johanna, vous voulez répondre? Oui, merci. Merci pour cette question. C'est aussi une question importante, oui. Déjà, sur le rôle des partenaires, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire de façon collective depuis quelques mois, c'est de justement d'attirer l'attention, Sage. Et il y aura une autre session sur cette question pour parler de 2026, pour développer des lignes directives et pour améliorer l'accès aux données, pour justement informer la prise de décision au niveau local, basé sur des données. J'ai envie de dire qu'on fait des vérifications au niveau de la réalité. On vérifie la réalité sur des questions spécifiques. Il y a des contraintes spécifiques au niveau des budgets. On a entendu ça, on a entendu parler des contraintes Gavi par Nathalie. On veut aider les pays à se concentrer sur certaines questions. Et je pense que les recommandations de notre assistance, ça va être une approche étape par étape. Je pense qu'il y a également beaucoup d'attentes
au niveau des vaccins, de voir que les échanges peuvent être mis en œuvre de façon assez facile. Et je pense qu'on doit faire un petit peu de travail pour superviser l'impact de ces échanges, de ces changements. Il faut vraiment qu'on évite de mettre les programmes à risque. Comme j'ai mentionné, l'optimisation des vaccins, mais également la hiérarchisation, c'est pour maximiser l'impact santé avec les ressources disponibles. Il y a des aspects très spécifiques qui sont importants pour tous les pays. Par exemple, dans les pays à revenus élevés, on a entendu qu'ils ne peuvent pas introduire certains anticorps parce qu'ils sont trop chers. Donc ça, c'est la réalité, c'est il faut hiérarchiser les ressources et ça va être pertinent à un certain degré pour tous les pays. En tout cas, une grande majorité des pays. Donc, pour répondre à votre point, je pense que la coordination de notre assistance sera essentielle. S'appuyer sur les plateformes régionales pour s'assurer que l'assistance au pays est bien coordonnée et que l'étendue de chaque agence est utilisée au mieux pour fournir cette aide, y compris donc revoir les données probantes des pays. Je pense que le message clé des présentations aujourd'hui sur le VPOP, c'est l'importance de faire des revues sur tous les portefeuilles, s'assurer que les groupes techniques sont impliqués, s'assurer que le processus est mené par le pays, que chacun peut argumenter ses décisions, dire pourquoi il a choisi une décision plutôt qu'une autre. Alors j'espère que ça clarifie. Comme je l'ai mentionné, il y aura des conversations lors de la réunion mondiale des groupes techniques en Afrique de l'Ouest la semaine prochaine et plus de webinaires qui vont être prévus également. Et j'ai hâte d'en parler davantage avec vous. Merci, Johanna. Donc, je vois pas de questions en direct. On va regarder la boîte de questions et réponses. On a déjà parlé un petit peu de la couverture. On continuera à en parler. Désolé si vous n'êtes pas satisfait par les réponses, mais c'est un point sur lequel on va continuer la conversation à l'avenir. Maintenant, il y a des questions de notre collègue qui demande sur la sur les combinés, les VPC combinés. Je n'ai pas cette information tout de suite. Je ne sais pas si des collègues ont des informations sur cette question, mais on va essayer d'y répondre. Je vois une main levée de la part d'Alan de l'UNICEF. Alejandro, oui, j'ai une question sur le VPC 40 et le processus. Donc, c'était une question posée plus tôt déjà. Peut-être qu'on peut ajouter ça aux questions fréquemment posées plus tard. Oui, d'accord, on peut faire ça, oui. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, non, bah merci beaucoup pour votre participation. C'est bien d'avoir ces sessions, ça mène un certain nombre de questions dans le chat, en ligne. On va continuer à élaborer sur ces questions et on va continuer cette conversation avec nos partenaires et nos collègues pour voir comment avancer.
Il y aura pas mal d'engagements dans les années à venir. Donc n'hésitez pas, en particulier les collègues de l'UNSES, si vous avez, si si vous pensez qu'il faut parler de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. On peut continuer la conversation à votre niveau. On apprécie que vous nous ayez tous rejoints. Je sais que pour certains d'entre vous, il est très tôt le matin, certains d'entre vous, il est très tard le soir, alors on apprécie ça. Et je voudrais aussi remercier les présentateurs, bien sûr, hein, qui ont fait cette session, qui ont présenté cette session. Et je vais passer la parole maintenant à Alex, hein. Si vous avez des remarques de fermeture, je crois que vous avez mentionné au début comment la présentation va être partagée, qu'elle va être partagée et tout ça. Oui, merci Alejandro. Merci à tout le monde pour cette présentation. C'était très intéressant. On va partager les diapositives et l'enregistrement en anglais et en français par email. Euh, je vais parler avec Alejandro. Si tout collègue veut ajouter quelque chose, des documents, les documents vont être envoyés par email. Donc, vous attendez-vous à avoir des nouvelles de moi dans les jours à venir, au pire, le début de semaine prochaine. Je crois que c'est tout pour moi. Donc, je voudrais remercier tout le monde. Alejandro, si vous voulez finir. Oui, j'ai aussi oublié de dire merci à l'interprète. Je n'ai pas écouté, mais je suis sûre qu'elle a traduit. Je sais qu'elle a aussi à traduire parce que nous parlons très rapidement. Donc, merci à l'interprète. Et sur ce, nous, je vais vous voir à la prochaine opportunité. Donc, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions. Merci beaucoup et passez une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.